Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Aujourd'hui, notre discussion est à propos d'Inde où le BJP, le parti de Narendra Modi, est en tête des législatives après le dépouillement d'un peu plus de la moitié des bulletins. Résultat provisoire d'une élection XXL qui a duré 6 semaines et mobilisé plus de 642 millions d'électeurs. On attend encore les résultats de certains États très importants, dont le gigantesque Uttar Pradesh. Ça sera l'objet de notre discussion jusqu'à 10h45 avec moi en plateau deux spécialistes de l'Inde, un plateau 100% féminin. Et j'en suis ravie, Yann Viguier, bonjour. Merci d'être là, historienne spécialiste de l'Inde. Et en face de vous, Catherine Brosse, bonjour à vous. Bonjour. Professeure d'économie à l'université de Tours, spécialiste aussi de l'Inde. J'espère que nous irons également retrouver Alban Alvarez à New Delhi qui a couvert ces élections sous des températures plus que caniculaires. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. De ces élections, on a tout dit avec tous les superlatifs. La plus grande démocratie du monde en action, un scrutin XXL, 642 millions d'électeurs, des dizaines de milliers de bureaux de vote. L'Inde s'apprête donc à conclure ce qui l'aura occupé pendant 6 semaines avec un scénario auquel on ne s'attendait pas forcément. Une victoire annoncée du BJP, certes, mais une victoire en demi-teinte, une majorité atteinte a priori, mais pas une majorité absolue et qui aura besoin d'une coalition avec une opposition très forte. Qu'est-ce que ces résultats qui se dessinent disent de l'état du débat public en Inde? Assiste-t-on à un réveil de l'opposition, de la jeunesse indienne? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui avec jusqu'à 10h45. Vous, Anne Viguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Inde, maîtresse de conférences à l'INALCO, autrice de Brève Histoire de l'Inde qui est sortie en 2023 chez Flammarion. Et Catherine Brosse, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup également d'être là, professeur d'économie à l'université de Tours. Avant de vous entendre toutes les deux, on va bien sûr prendre la direction de l'Inde, retrouver Alban Alvarez qui est notre correspondant à New Delhi. Alban, on le disait, Narendra Modi rêve d'un exploit à la Nehru, 3 mandats d'affilée à la tête de l'Inde. Paris qui est en passe d'être réussi ou à demi réussi? Oui, pour le moment, selon les estimations qui sont toujours diffusées sur les chaînes d'information en continu indiennes, le BJP seul ne serait pas en tête dans 272 circonscriptions, donc ce qui voudrait dire qu'ils sont en dessous de la majorité absolue pour le moment. Ce sont toujours des estimations. Les résultats de la commission électorale vont commencer à être publiés dans les prochaines heures. Cela signifierait donc que le BJP devra vraiment compter sur ses alliés pour pouvoir gouverner le pays pour les 5 prochaines années. Alors, la vraie question, c'est de savoir, parce qu'en fait, selon les télévisions indiennes également, dans des dizaines de circonscriptions, l'écart des voix n'est que de quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Donc, oui, l'opposition mène dans plusieurs circonscriptions, mais d'ici les prochaines heures, tout peut vraiment basculer. Je vous rappelle qu'ici, c'est un scrutin uninominal à un tour. Celui qui passe premier remporte le siège. Mais pour le moment, selon les estimations, à aucun moment, le BJP plus ses alliés ne dépasse les 300 sièges. Ce n'était absolument pas, Alban, le scénario auquel préparaient depuis des semaines les sondages. Absolument, car cette campagne électorale s'est vraiment déroulée en 2 temps. Avant le scrutin, tout le monde voyait clairement le BJP remporter ces élections haut la main. Et puis, après le premier tour, on a senti que le BJP a commencé à changer son narratif. Avant les élections, il vantait sa réussite économique, ses politiques de développement en termes d'infrastructures, d'aide sociale, même en matière diplomatique. Narendra Modi aurait rendu à l'Inde et aux Indiens leur fierté. L'Inde est un pays qui compte désormais sur la scène internationale. Mais après le premier tour, le Premier ministre et ses lieutenants du BJP ont commencé
à verser dans des discours islamophobes, incendiaires, s'attaquant aux partis d'opposition à coup de fausses informations. Je vous rappelle que Narendra Modi, 2 jours après le premier tour, a prononcé un discours dans lequel il affirmait que si l'opposition repassait au pouvoir, eh bien, elle donnerait la richesse du pays aux infiltrés qui ont de nombreux enfants. Et en fait, il cible directement la minorité musulmane, selon ce cliché que les musulmans auraient plus d'enfants que les hindous. Les comptes bancaires aussi du Parti du Congrès ont été gelés. Il y a eu Arvind Kejriwal, chef de l'opposition ici, chef du principal parti d'opposition à New Delhi, qui a été arrêté, mis en prison, accusé par les agences gouvernementales de corruption. Et face à lui, en fait, peut-être qu'il y a eu une coalition de partis d'opposition, une trentaine de partis régionaux menés par le Parti du Congrès de Rahul Gandhi, qui peut-être a davantage parlé aux citoyens indiens en parlant du taux de chômage, en parlant notamment de l'inflation, et aussi en menant une campagne affirmant que si le BJP repassait pour un 3e mandat, ce serait la fin de la démocratie ici, que le BJP mettrait fin par exemple à ce qu'on appelle les quotas de réservation pour les basse-castes. Or, les basse-castes représentent 70% de la population, et peut-être que ce narratif a pu jouer en défaveur du BJP et a pu convaincre ses électeurs de voter pour l'opposition cette année. Alban Alvarez depuis New Delhi. Merci beaucoup Alban. Vous revenez vers nous Alban bien sûr si des résultats font basculer les choses. Anne Viguier, on le disait à l'instant avec Alban Alvarez, la participation étant relativement proche de celle du dernier scrutin en 2019. Est-ce que vous y voyez là l'échec de la stratégie de Narendra Modi ou le réveil de l'opposition indienne ? Peut-être que c'est un petit peu tôt pour parler d'échec pour l'instant, puisqu'on n'a pas des résultats définitifs. C'est vrai que la participation, elle est de 66,3%, donc un tout petit peu en deçà de ce qui était en 2019. Donc c'est quand même une très forte participation à souligner, bien sûr, dans un pays aussi vaste que l'Inde. En plus des élections qui se sont tenues en 7 phases, sur une durée particulièrement longue cette année, même si c'est une habitude de faire ça en plusieurs phases, tout simplement parce qu'on ne peut pas mobiliser en même temps des surveillants des élections partout en Inde. Mais c'est vrai que si le BJP à lui seul n'emporte pas la majorité absolue, ça peut être considéré quand même comme un échec pour lui. Et donc ce choix d'avoir mené une campagne très clivante et en mettant en avant les oppositions entre hindous et musulmans, en utilisant des arguments qui... par exemple, un des arguments qui a été maintes fois répété par plusieurs leaders du BJP et par Modi lui-même, c'est que le Congrès menacerait de transférer les quotas des basses-castes vers les musulmans. Expliquez-nous peut-être ce que ça veut dire. Voilà, alors en fait, il y a depuis l'indépendance et même avant en Inde un système de réservation en fait, qui au départ était uniquement pour ceux qu'on appelait les intouchables, donc aujourd'hui Dalits, et puis des tribaux qui ont un pourcentage de sièges réservés dans les assemblées, dans toutes les assemblées élues de l'Inde, mais aussi dans les services publics et dans l'éducation. Et progressivement, dans les années 80, eh bien, ces quotas un genre de discrimination positive. Voilà, discrimination positive. L'Inde est pionnière dans le domaine des discriminations positives, puisque ça a commencé dès le début du XXe siècle, en fait, à l'époque coloniale même. Et ensuite, dans les années 80, ces quotas se sont développés aussi pour ce qu'on appelle les basses castes, donc vraiment sur une très large majorité de la population. Et c'est vrai que c'est devenu un argument électoral. On a une politisation qui s'est faite de la caste de manière très très forte, avec des partis de caste qui se sont développés aussi, et une sorte d'obligation de tous les politiciens de tenir compte, bien sûr, de cet aspect de la caste, sachant qu'en Inde, jusque-là, on analysait beaucoup les décisions des électeurs indiens, non pas en termes de position individuelle, de choix individuels, comme on a l'habitude de le faire en France, par exemple, mais plutôt des décisions collectives qui sont prises. Alors, ça peut être dans le cadre du village, dans le cadre du groupe social, dans le cadre de la caste. Et alors, c'est vrai qu'on a peut-être une individualisation qui s'est développée à mesure que la croissance économique étant là, il y a aussi les classes moyennes supérieures dans les villes qui ont un choix peut-être plus individuel, mais quand même cet aspect collectif demeure en Inde. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder pour comprendre si un parti arrive ou pas à emporter ses collectifs en fait derrière lui.
Catherine Brosse-Alban disait à l'instant que le bilan économique de Narendra Modi était peut-être à regarder à nouveau. Encore une fois, on ne s'avance pas trop sur ces résultats dont on a bien compris qu'ils étaient encore provisoires. Mais Narendra Modi ne cesse de vanter son bilan économique. Si on regarde en premier aspect l'Inde, il y a 8% de croissance, c'est énorme. Ça lui permet d'ailleurs de faire passer auprès de ses interlocuteurs étrangers la réalité de son pays au deuxième rang, mais ces 8% de croissance, ils cachent une réalité et des inégalités sociales terribles. En fait, le 8% de croissance, il masque une chose qui est constant dans l'histoire économique de l'Inde depuis à peu près les années 2000. C'est qu'en fait, c'est une croissance qui est sans développement. C'est-à-dire, vous avez un taux de croissance qui est important, qui est porté par des gains de productivité, mais qui ne fait pas d'emploi, qui ne génère pas d'emploi. Et ça devient une question extrêmement sensible en ce moment pour deux raisons. La première, c'est que l'Inde arrive à la fin de sa transition démographique. Donc, vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec beaucoup d'espoir, avec des investissements de la part des familles dans l'enseignement supérieur. Ces jeunes sont formés dans l'enseignement supérieur, ils ont acquis des qualifications et qui ne trouvent pas d'emploi, ou qui sont obligés d'accepter des emplois qui sont très en deçà de leur espoir ou de leur qualification au moins affichée. Donc, en fait, le 8% de croissance, on se focalise dessus, mais il faut regarder à quel point la croissance se transmet à la population. Et c'est là qu'en fait, le lien est très brisé en fait depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, même plus, puisque en fait la croissance elle est avant tout tirée par des secteurs qui sont extrêmement productifs, qui sont extrêmement demandeurs de qualifications, assez peu de main d'œuvre, et donc il y a un vrai problème d'emploi qui a pesé sur la campagne et qui commence à apparaître parce que c'est beaucoup de déçus de l'investissement qui a été fait dans leurs enfants. Et beaucoup de déçus des types de jobs qu'ils arrivent à avoir, en fait, qui sont très inférieurs à leurs espérances, en fait. Ces derniers mois, l'Inde, vous parliez de démographie, a dépassé la Chine en nombre d'habitants, a dépassé aussi, d'un point de vue économique et de puissance, l'ancienne puissance coloniale. Et ça, c'est aussi au cœur du narratif de Narendra Modi. On va voir quelques images commentées par Léo Péchard de cette réalité économique, de l'autre revers du miracle indien. Et on se retrouve juste après. À première vue, l'Inde présente une bonne santé économique. Sa croissance annuelle a atteint les 8,2% contre 3% en moyenne dans le monde, un chiffre supérieur aux prévisions faites par les autorités, et ce grâce au secteur minier, à celui du BTP et des services. De quoi faire de l'Inde l'économie la plus dynamique au monde. L'inflation a également diminué pour atteindre moins de 5% en avril. Mais d'un autre côté, les inégalités, elles, s'accentuent. Selon une étude du World Inequality Lab publiée en mars, 1% des Indiens les plus fortunés détiennent 40,1% de la richesse nationale, une concentration inédite. L'économie a vraiment explosé pour les nantis. Mais pour ceux en bas de l'échelle, les démunis, l'économie ne leur a pas apporté autant de consolation. Pour les personnes qui ont des emplois dans le secteur formel, des emplois de col blanc, qui investissent en bourse, pour cette classe de personnes, les rendements économiques ont été très importants. Autre problème, le chômage des jeunes de moins de 25 ans qui s'élève à 42% d'après l'université Azim Premji. Un chiffre démenti par le ministère du Travail indien qui parle de 15%. Aujourd'hui, difficile pour l'Inde de rivaliser sur le long terme avec son voisin chinois. La Chine, dont New Delhi dépend largement sur le plan commercial, avec un déficit de plus de 87 milliards de dollars. La Chine et l'Inde qui ont un positionnement géopolitique extrêmement différent. On y reviendra tout à l'heure pour rebondir sur ces images qu'on voyait à l'instant, Catherine Brosse. C'est comme un peu partout dans le monde. En Inde, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Oui, mais il y a un point qui est important à souligner, c'est qu'en fait, on pourra avoir une mauvaise perception qui a une classe moyenne. En fait, c'est une économie qui est extrêmement duale. C'est-à-dire, vous avez effectivement 1% qui détient 40% des richesses. Alors, en fait, c'est du patrimoine, puisque en termes de revenus, c'est que 22%. Mais si vous regardez un indicateur global de distribution du revenu, c'est pas très inégalitaire, pour la simple et bonne raison que 80% de la population est pauvre et à peu près avec le même revenu. Donc, en fait, vous avez vraiment une économie duale dans le sens où vous avez une toute petite frange de la population qui, effectivement, est très riche, mais vous avez 80%, donc quand même l'immense majorité de la population, qui reste moyennement pauvre. La pauvreté extrême a recumulé, mais la pauvreté intermédiaire a progressé. Et donc, en fait, la question de l'inégalité en Inde, ça dépend vraiment comment vous la regardez. Soit vous regardez effectivement le top 1%,
et on pourrait se dire oui, c'est très inégalitaire, soit on regarde un indicateur global de distribution des revenus. Et en fait, la combinaison des deux nous donne bien la distribution du revenu, c'est-à-dire une immense majorité de gens qui sont moyennement pauvres et qui ont un revenu très similaire. Est-ce que, Advigué, ce constat, cet état de fait aujourd'hui en Inde est le fait des 10 ans au pouvoir de Narendra Modi, ou il est la conséquence de cycles économiques qui dépassent sa personne? Je crois que on peut remonter au début de l'ouverture économique, en fait, dans les années 90 de l'Inde, puisque jusqu'aux dans les années 90, on était dans une sorte d'économie mixte, on peut dire, avec une économie très contrôlée, et ensuite une ouverture pour attirer aussi des investissements. Et d'ailleurs que l'Inde, ce tournant a été adopté d'une manière... ils n'avaient pas d'autre choix, il n'y avait plus de financement suffisant. Mais c'est vrai que dans les années 2000, il y a une forte croissance, mais cette ouverture, disons, à l'international n'a pas vraiment bénéficié à l'ensemble de la population, qui reste en plus en majorité dans les campagnes. Et donc il y a aussi cet aspect qu'on oublie souvent. On pense aux villes, on pense éventuellement aux bidonvilles, mais la plus grande pauvreté, elle peut être aussi dans les villes moyennes, celles qui n'ont pas beaucoup de moyens d'investir et pas beaucoup d'emplois aussi, et dans les campagnes. Et donc les Indiens, quand ils votent, c'est vrai qu'ils pensent à leur propre situation et au fait qu'ils ne peuvent pas aussi se soigner, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, dans les écoles privées, parce qu'elles sont meilleures que les écoles publiques, et qu'aussi on peut apprendre l'anglais, mais ça coûte cher. Donc il y a tout cet aspect-là qui vraiment compte. On dit les Indiens, mais on a le même problème, qui n'est pas un problème, mais quand on parle de la Chine, de la Russie ou même des États-Unis, c'est un pays gigantesque dans lequel il y a énormément de réalités différentes en fonction du territoire dans lequel on vit, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est très hétérogène. Effectivement, il faut se rappeler qu'il y a 40% de la population qui vit de l'agriculture, ce qui est énorme en fait pour un pays, et une économie aussi développée. Pour revenir à la politique menée par Narendra Modi, et qui pourrait peut-être avoir été sanctionnée, je prends beaucoup de précautions oratoires parce qu'on attend encore les résultats définitifs de ces législatives. Est-ce que vous y voyez, vous, Anne Viguier, dans ces résultats qui se dessinent, avec des précautions oratoires, la sanction d'une politique également autoritaire et discriminatoire? Effectivement, on peut penser que... En fait, il y a plusieurs aspects. Je crois qu'il y a aussi la question de... l'Inde, comme vous l'avez dit, est très vaste et très multiple, et c'est un État fédéral. Et vous avez 28 États, et il faut aussi penser que les élections se jouent aussi au niveau régional, avec des leaders régionaux qui ont plus ou moins d'importance. Et ça aussi, ça a été une question d'ailleurs qui a été posée, parce que en fait, l'essentiel des revenus est récolté par les impôts au centre et ensuite est redistribué. Et vous avez plusieurs dirigeants des États, notamment du Kerala, qui ont critiqué cette redistribution en disant qu'elle ne se faisait pas d'une manière égalitaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle allait plus vers les États, la moitié à peu près, qui sont dirigés par le parti au pouvoir au centre. Et donc, je pense que dans ces États du Sud en particulier, mais aussi au Bengale, etc., les citoyens se rendent compte qu'ils peuvent être aussi discriminés à l'échelle de l'Inde même dans les choix d'investissement qui se profilent. Voilà. Alors après, sur la question de l'autoritarisme, et c'est vrai, toute cette accentuation d'une forme de personnalisation du pouvoir. Ça va même au-delà, parce qu'en fait, Modi, là, dernièrement, il a fait une retraite de 2 jours, juste avant la dernière phase, très médiatisée à Kanyakumari, qui faisait un peu écho à une retraite qu'il avait fait en 2019 dans l'Himalaya. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes de l'Inde en termes géographiques. Et il a fait un discours, un texte à la fin de cette retraite, et il se présente vraiment comme un gourou. Et donc, un certain nombre apparemment, des lecteurs indiens, hindous, se sentent attirés et sont fiers finalement de cette figure. Et puis d'autres peuvent tout à fait avoir un raisonnement plus pragmatique sur aussi leur situation économique et leurs espérances, et finalement ne pas se laisser prendre à cette image de gourou. Hyper-centralisation du pouvoir, vous l'avez rappelé, l'Inde, c'est une fédération d'États à la tête duquel se tient un président, une présidente en l'occurrence, mais l'homme fort, bien sûr, c'est Narendra Modi, qui est au pouvoir depuis 10 ans, qui au cours de son mandat a durci son rapport au pouvoir, et qui a notamment durci son emprise sur la presse indienne priée de s'aligner sur les positions de Narendra Modi. On va regarder quelques images, l'extrait d'un document
temps long qu'on avait consacré à cette question de la liberté de la presse en Inde et on se retrouve juste après. Dernière réunion éditoriale avant l'enregistrement de leur émission hebdomadaire. À New Delhi, les journalistes de News Laundry décortiquent le traitement par les médias indiens des faits qui font l'actualité. Manisha Pandey, la directrice de la rédaction. Son émission satirique diffusée tous les samedis sur Internet est unique en Inde. Un rôle de garde-fou qui déplaît au parti nationaliste hindou au pouvoir et à ses partisans, mais également au grand groupe médiatique proche du Premier ministre d'extrême droite Narendra Modi. Ce qui est très troublant en Inde de nos jours, c'est que vous pouvez harceler une rédaction ou des journalistes en multipliant les attaques en justice. Et ça arrive à beaucoup d'organisations. Ici, on a eu la visite du fisc, par exemple, et certains journalistes ont reçu des plaintes en diffamation. Le but, c'est d'intimider, de démoraliser la personne. Nous n'avons pas une armée d'avocats que nous pouvons engager pendant des années, donc ça épuise nos ressources financières et notre temps. Des attaques contre la presse qui se sont multipliées ces derniers mois. Les autorités fiscales mènent en ce moment une enquête dans les locaux de la BBC à Delhi et à Bombay. En février, les locaux de la BBC en Inde sont perquisitionnés. Un contrôle fiscal qui va durer plus de 2 jours, quelques semaines à peine après la diffusion en Angleterre d'un documentaire mettant en cause Narendra Modi dans des émeutes religieuses meurtrières en 2002. Plus récemment, le média de gauche NewsClick a été visé par une descente de police. Son fondateur est accusé d'avoir perçu des financements chinois. Des centaines de policiers mobilisés, plusieurs dizaines de journalistes interrogés, une vaste opération menée via l'utilisation d'une loi antiterroriste draconienne qui rend presque impossible une libération sous caution. Dans le seul état du Jammu et Cachemire au nord de l'Inde, 6 journalistes sont ainsi emprisonnés sans avoir été jugés ni condamnés. Et rares sont ceux prêts à témoigner des conditions de travail dans cette région par peur de représailles des autorités. Cet homme est le seul à avoir accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Nous sommes ciblés à cause de nos enquêtes sur les exactions de la police au Cachemire, sur cette bureaucratie corrompue, sur les exécutions extrajudiciaires ou encore les détentions arbitraires de personnes. Cette discussion avec vous pourrait très bien être ma dernière. Un climat de terreur renforcé par les attaques sur les réseaux sociaux. Les menaces s'y multiplient contre des journalistes indiens ou étrangers, comme le constate cet analyste. De nombreux leaders politiques, membres du parti au pouvoir, ciblent les journalistes ou utilisent un langage violent, menaçant contre les journalistes. Par conséquent, les militants ou les sympathisants à la base du parti politique se sentent encouragés à faire de même. L'Inde se classe désormais 161e sur 180 pays au classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Un classement rejeté par le gouvernement nationaliste hindou. Toutes nos demandes d'interview auprès du parti au pouvoir, elles, sont restées sans réponse. Extrait d'un grand format signé Alban Alvarez. Quand on voit à quel point il est difficile de porter une voix dissonante en Inde aujourd'hui, on rappelle, et Alban le disait tout à l'heure, que l'un des principaux opposants de Narendra Modi a bénéficié d'une liberté conditionnelle à l'occasion des élections et qu'il est retourné en prison, je crois que c'était hier. Si l'opposition, la coalition de l'opposition indienne parvient à rentrer, à monter en puissance au Parlement, ce serait un exploit. Oui, mais il ne faut pas non plus... Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas contester ces attaques que subissent des journalistes et la mainmise sur, disons, les grandes chaînes mainstream, y compris à la télévision, et aussi les grands journaux, qui ne sont pas forcément sous la coupe, mais qui pratiquent une forme d'autocensure pour un certain nombre d'entre eux. Néanmoins, le paysage médiatique en Inde est tellement foisonnant, tellement vaste, tellement multiple dans toutes les langues, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur la presse qui est en langue anglaise. Et en fait, les Indiens, quelque part, ont trouvé d'autres moyens de communiquer, notamment des chaînes YouTube qui sont en hindi, enfin en tamoul, etc., et qui ont pu diffuser, disons, d'autres informations et aussi mener finalement une campagne. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le cadre quand même d'un régime qui contrôle absolument toute l'information du tout, même si ils ont aussi une certaine capacité à utiliser les réseaux sociaux depuis que Modi a été très fort dans cet usage-là, et éventuellement même en envoyant des messages WhatsApp à tous les Indiens, ce qui est quand même
assez inquiétant. Mais bon, cette parole, elle existe quand même et elle arrive quand même à s'exprimer et à être entendue, je pense. Catherine Brosse, sur le champ de liberté des possibles. Oui, en fait, disons que la tactique est est toujours un peu la même, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la presse. C'est effectivement une tactique de harcèlement qui se repose plutôt sur l'autocensure que sur la censure brute, quoi. Ce qui ne veut pas dire que la mainmise est moindre. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même un vrai chilling effect, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autocensure quand même de la part des journalistes, dans le milieu académique aussi. Il y a eu quand même des stratégies de harcèlement aussi de l'opposition, parce que vous parliez effectivement de Kerwal, mais il y avait aussi des procès qui ont été faits contre Rahul Gandhi. Qui va de pair avec une instrumentalisation de la justice. Oui, tout à aussi. fait. Donc il y a quand même une stratégie de harcèlement qui ressemble beaucoup à ce qu'il avait utilisé un peu sur les réseaux sociaux, puisqu'il avait beaucoup utilisé lors de ses précédentes campagnes, ce qu'on appelait des trolls à l'époque, c'est-à-dire une stratégie de harcèlement pour essayer de décourager toute critique. Donc c'est pas de la censure, c'est du découragement relativement efficace quand même, beaucoup, de la critique. Mais effectivement, il y a quand même aussi des stratégies alternatives. Il y a une société civile qui est extrêmement foisonnante, donc il y a quand même un discours alternatif, mais le discours le plus entendu et le plus connu, il est quand même très cadré. Très cadré. On se fait une petite pause de 3 minutes, on se retrouve à 10h30 pour la suite de cette discussion. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de notre discussion aujourd'hui autour de cette question. Assiste-t-on à un réveil de l'opposition indienne après ces élections législatives dont on attend toujours les résultats définitifs, mais dont les premiers indicateurs semblent laisser penser que Narendra Modi n'obtiendrait pas la majorité au Parlement pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir depuis 10 ans. Avec moi sur ce plateau, Anne Viguier, rebonjour, historienne, spécialiste de l'Inde, maîtresse de conférences à l'INALCO et autrice de Brève histoire de l'Inde qui est sortie chez Flammarion. Et Catherine Brosse, rebonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie à l'université de Tours, spécialiste de l'Inde. Avant la pause, on évoquait cette politique à deux dynamiques de Narendra Modi. D'abord un exercice plutôt autoritaire du pouvoir. Je voudrais qu'on évoque l'autre volet de cette politique que Alban Alvarez évoquait tout à l'heure, qui est cette hindouisation à marche forcée. Elle est centrale dans les mandats de Narendra Modi. Elle explique aussi peut-être pourquoi il n'aurait pas réussi si bien que ça cette fois-ci. J'aimerais bien qu'on essaie de faire un peu de pédagogie sur cette hindouisation, à commencer peut-être par rappeler d'où vient Narendra Modi et d'où viennent ses idées. Alors Narendra Modi, il a été à l'école du RSS, qui est un mouvement, donc Association des volontaires nationaux, qui a été créé en 1925 et qui met en avant une idéologie qui est celle de l'Hindutva. Donc l'Hindutva, pour résumer, c'est faire une équivalence en fait entre identité indienne, indianité et l'hindouité. Donc le fait que, en fait, être indien, c'est quelque part être hindou, ou en tout cas avoir cette base identitaire. Et donc cette idéologie, elle remet en question une autre vision de l'Inde, qui est celle d'une Inde multiculturelle et multireligieuse, et qu'on dit séculariste, laïque. Qui est la colonne vertébrale indienne. Et qui a été construite comme ça, disons, depuis l'indépendance en 1947, et c'est ainsi que c'est aussi défini dans la Constitution, par exemple en imposant une protection des minorités religieuses et aussi leur droit à avoir des écoles et aussi à diffuser d'ailleurs leur religion, le prosélytisme étant autorisé dans la Constitution. Et donc cette vision d'une Inde qui serait avant tout hindoue, c'est ça, j'imagine, que vous appelez l'hindouisation. Donc ça ne transforme pas des gens qui ne seraient pas hindous en hindous. Ça impose c'est plutôt que finalement ceux qui ne sont pas hindous ou ceux qui ne se définissent pas avant tout comme hindous ne seraient pas vraiment indiens. Oui, ou doivent en tout cas admettre que c'est ça le socle sur lequel repose l'identité de l'Inde, à l'intérieur même du territoire, mais même aussi dans sa projection à l'extérieur, puisque le parti du BJP donc, a rejoint ensuite Narendra Modi, après avoir fait ses classes donc, au RSS, qui est
met aussi en avant l'idée qu'il y a une grande famille en fait hindoue qui va jusqu'à la diaspora vivant à l'étranger, et donc ils l'incluent également dans leur projet, dans leur vision de l'Inde. Et la conséquence de cette vision de Narendra Modi, c'est en disant la multiplication, l'aggravation des discriminations à l'égard des minorités religieuses, et particulièrement des musulmans, qui représentent, je crois, 15% de la population indienne. Oui, tout à fait. Tous les 2 précédents mandats, en tout cas de Modi, ont été jalonnés effectivement de mesures qui visent à faire des minorités, et en particulier des musulmans, des citoyens de seconde zone. La réécriture aussi de manuels d'histoire, où il présente en fait toute la période moghole comme une période de colonisation. Et il y a des mots forts. La dernière fois, dans son dernier discours, il a parlé des infiltrés en parlant des musulmans. Donc il y a vraiment effectivement cette idée que les musulmans ne peuvent pas être indiens, quelque part. Et avec une réécriture de l'histoire, enfin, l'Hindutva va aussi avec toute une réécriture de l'histoire, une réécriture, une tentative d'effacement du passé moghol, tentative d'effacement du sécularisme, de tout ce qui est séculaire, avec notamment la figure de Nehru qui est particulièrement détestée. Donc il y a quand même vraiment un mouvement de réécriture, et qui prend racine au fur et à mesure des différents mandat de Modi. Et ça va quand même très loin. Les autorités, alors peut-être pas fédérales, mais locales, ont laissé prospérer sur la place publique des appels au meurtre, des appels au viol à l'égard de la communauté musulmane. On n'est pas simplement, si j'ose dire, sur des discriminations. Il y a quelque chose de l'ordre de la violence à l'égard de cette communauté. Oui, et ce qui est critiqué, c'est aussi le fait que justement la police ne vient pas protéger en fait ceux qui sont attaqués violemment, parce que des violences, je dirais que il y en avait peut-être pas autant, quoique il y a eu des périodes très violentes aussi dans l'histoire récente de l'Inde, y compris dans les années 80, avec les Sikhs en particulier. Donc c'est pas quelque chose forcément de très nouveau. Par contre, l'absence de protection en fait de ceux qui sont éventuellement menacés et discriminés. Il y a aussi un autre élément qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un certain nombre de régions, notamment au Gujarat, mais pas seulement, où des musulmans ont vu leurs activités détruites, leurs maisons détruites, alors sous des prétextes à chaque fois qu'ils étaient sur des zones qui sont publiques et ils n'auraient pas dû s'installer, etc. Mais ça a eu des conséquences sur le vote, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de voter, parce qu'ils n'avaient plus de maison et en fait, du coup, d'inscription dans les listes électorales. Et donc, il y a des cas comme ça où un certain nombre de musulmans n'ont pas pu voter, n'étant plus inscrits en fait sur des listes électorales suite à ces attaques qui ont précédé l'élection. On parlait de Nehru d'ailleurs tout à l'heure, qui est effectivement la figure détestée par le BJP et par Narendra Modi, qui voit peut-être dans son troisième mandat, Nehru étant à ce jour le seul à avoir fait 3 mandats d'affilée, et Modi en a fait aussi une espèce d'ambition personnelle d'atteindre l'exploit de Nehru avant lui. Est-ce que cette politique radicale, discriminatoire, islamophobe, quel écho elle a aujourd'hui auprès de l'opinion publique indienne, même si j'imagine on l'a dit tout à l'heure, il est difficile de la résumer, de l'englober dans une pensée unique, mais est-ce que cet écho est réel, ou il y a une espèce d'attentisme des Indiens qui sont focalisés sur autre chose? Il y a eu un écho réel. Après, il faut aussi accentuer une chose, c'est que les musulmans sont sa cible numéro 1, mais toutes les minorités, en fait, y passent, si je puis dire. Donc il y a eu un écho réel, mais je pense que de plus en plus, les questions économiques commencent à poser problème. Je pense que les 2 premiers mandats, en particulier le premier, a été la victoire de Modi a beaucoup profité de ce clivage religieux, très important, qu'il a complètement instrumentalisé. Mais au fur et à mesure, ça devient un peu une rengaine déjà entendue. Et donc, il y a d'autres sujets qui commencent un peu à émerger. Même si c'est quand même ça continue à mobiliser beaucoup, ça c'est certain. Et il faut préciser qu'en 2019, il y a eu quand même une mobilisation très forte contre les lois de la citoyenneté qui menaçaient de marginaliser les musulmans qui n'auraient pas eu les papiers prouvant qu'ils étaient indiens. Et donc, ça a été très... Il y a vraiment eu une réaction qui n'était pas seulement des musulmans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup des musulmans, notamment des femmes, et ça a été beaucoup mis en avant à Delhi, etc. Mais c'était plus vaste. Et c'est le Covid, en fait, qui a arrêté cette mobilisation. C'est vrai que depuis, on n'a pas vu d'action très, très massive sur ce sujet uniquement des discriminations. Mais c'est vrai que finalement, ça ne peut pas suffire à convaincre uniquement de toujours dire c'est la faute des musulmans, c'est la faute des musulmans.
Bien sûr, on le disait tout à l'heure, ces inégalités économiques, cette politique très autoritaire, cette réécriture de l'histoire indienne n'empêche pas Narendra Modi d'être venu aujourd'hui un acteur incontournable géopolitique. On l'a vu encore très récemment dans la crise au Proche-Orient, dont d'ailleurs c'est intéressant, il s'est rangé très vite. Et ce n'est pas complètement déconnecté avec sa politique islamophobe du côté des Israéliens. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui la place de l'Inde de Narendra Modi dans le concert des nations, lui qui a un rapport avec la diplomatie très particulier? Alors déjà, il bénéficie de l'intérêt qui est porté à la zone qu'on appelle maintenant Indo-Pacifique. Donc en fait, il voit bien que dans le concert des nations, comme vous dites, il est devenu pivot. Et donc ça, il en profite, il a surfé dessus, donc ça, c'est sa première position. Et la deuxième, il a, plutôt son ministre des Affaires étrangères, a théorisé la politique extérieure indienne comme étant multi-alignée, c'est-à-dire sans principe. Est-ce qu'il a le mérite de tout dire et de ne rien dire à la fois? Et donc, je pense que c'est vraiment ça, il a compris qu'il avait un rôle pivot et qu'il allait essayer d'en profiter de la manière la plus optimale en fonction des circonstances. Et ça s'est vu beaucoup lorsqu'il y a eu le G20, où en fait, et même, il est invité absolument partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, tout le monde prend conscience en fait, du rôle essentiel de l'Inde et du rôle pivot qu'elle peut jouer, notamment en opposition en fait à la Chine. Est-ce on pourrait dire effectivement, à la différence de la Chine qui veut peser sur la scène internationale, est-ce que l'Inde aurait envie de créer une espèce d'ordre mondial un peu alternatif? D'abord, je pense vraiment que la politique étrangère de Narendra Modi, elle ne se distingue pas d'une manière si radicale des politiques précédentes. De ses prédécesseurs Oui, des précédents mandats du Congrès, etc., où on a toujours eu cette forme de pragmatisme et l'idée que l'Inde devait avant tout prendre position dans le monde en fonction de ses intérêts propres et pas en fonction d'alliances préétablies. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le multilatéralisme, c'est quelque chose qui est présent, y compris au moment de la guerre froide, où l'Inde avait été plutôt dans ce qu'on appelle le non-alignement, mais en réalité, dans les années sous Indira Gandhi, elle s'était plutôt rapprochée de l'URSS, pour des raisons diverses. Mais donc, il me semble pas que ça soit vraiment un grand changement. Peut-être le changement majeur, c'est l'attitude vis-à-vis de la diaspora, l'idée d'instrumentaliser la diaspora, notamment celle qui est aux États-Unis, qui est très nombreuse et qui est très bien insérée en fait dans la société américaine et qui a pu servir de relais pour le parti au pouvoir et aussi pour rapprocher les liens entre les États-Unis et l'Inde. Donc après, ce qui est peut-être nouveau, c'est l'état du monde, et où l'Inde a une carte peut-être nouvelle à jouer, avec aussi cette opposition qui se renforce entre États-Unis et Chine, et peut-être deux blocs qui se développent. Et donc, qu'est-ce que l'Inde va jouer dans ce cadre-là? Et on voit bien comment ce pays qui veut avoir des bonnes relations avec les pays occidentaux, ça ne l'a pas empêché de ne pas prendre position sur la guerre en Ukraine et de considérer qu'il pouvait au contraire en profiter pour acheter à bas prix le pétrole russe. Donc cette mise en avant finalement des intérêts propres de l'Inde, elle perdure, ce qui rend parfois sa politique étrangère un peu difficile à lire, mais si on se met du point de vue de l'Inde, bon, c'est assez logique. Après, il y a aussi cette grande infériorité, je dirais, en termes militaires et de puissance économique avec la Chine, qui fait que l'Inde ne peut pas jouer sur le même tableau que la Chine. Sauf que l'Inde est une puissance nucléaire. Oui, bien sûr. On sous-estime cet aspect de sa puissance dans le monde? Non, mais par contre, c'est vrai qu'en termes militaires, elle est pas du tout au même niveau que la Chine. En termes, alors, il y a beaucoup de soldats, mais en termes d'équipement, elle est très en dessous. Et il y a un gros effort qui est consenti d'ailleurs en ce moment en Inde pour s'équiper militairement. Donc, c'est sûr que par rapport à la Chine, elle fait pas, pour l'instant, elle n'est pas encore en position de rivalité. Narendra Modi a dit, je ne sais pas si c'était pendant cette campagne, mais que le 21e siècle serait le siècle de l'Inde. Dans sa tête à lui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et est-ce que on sous-estime ses ambitions? C'est un petit peu normal qu'il dise ça. Enfin, je sais pas. Il veut montrer que l'Inde doit avoir aussi un rôle dans le monde qui correspond à sa population.
Il y a aussi une sorte de revanche sur l'histoire, bien entendu, qui est toujours un peu... dépasser son ancien colonisateur au rang des forces du donc monde, même si maintenant l'indépendance, ça fait quand même un petit moment qu'elle est proclamée, mais c'est vrai que l'Inde avait une position dans le monde à la fin du XVIIIe siècle, peut-être 25% du commerce mondial, elle était tombée à 4% en 1947. Donc il y a là finalement une place que l'Inde devrait reprendre de manière assez, je dirais, naturelle, peut-être en termes économiques. Mais donc après, c'est aussi un slogan qui est aussi là pour donner une forme de fierté aussi aux Indiens, une forme de nationalisme, bien sûr. Et je pense que ça, parce que jusque-là, finalement, la politique étrangère de l'Inde servait très rarement dans la politique intérieure. C'est pas les choses principales dont se préoccupent des paysans un peu à qui sont l'américaine. en train d'essayer de survivre pour financer leurs semences ou leurs engrais. Donc peut-être que ça apparaît plus parce qu'il y a quand même une population qui est plus éduquée et qui est aussi très connectée aux réseaux sociaux, donc qui a peut-être accès aussi à davantage en fait au reste du monde et à ce qui se passe ailleurs. Donc ça commence à jouer un peu plus dans la politique intérieure, mais je pense que ça reste quand même très secondaire dans les choix des Indiens quand ils votent. Catherine Brosse ? Oui, mais je pense qu'il y a deux points qui sont importants. La première, c'est qu'en fait, en disant ça va être le siècle de l'Inde, la première, c'est effectivement, il voit bien qu'il a une place centrale dans le jeu géopolitique. Et la deuxième, c'est que ça fait quand même écho avec la doctrine de l'Hindutva, en fait, qui présente l'Inde comme le phare du monde, quelque part. Et je pense que dans son discours, parfois de politique étrangère, on sent bien cette idée que, voilà, l'Inde a donné beaucoup au monde à travers les mathématiques, à travers tout un tas de choses, et que voilà, il faut qu'elle reprenne cette place de phare civilisationnel presque, au moins dans sa région, si ce n'est dans le monde en fait. Ces partenaires font peut-être pour certains semblant de ne pas entendre cette partie du discours. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues ce matin sur le plateau de Parlons-en. Anne Viguier, je renvoie à votre livre Brève histoire de l'Inde qui est sorti chez Flammarion en 2023. Catherine Brosse, merci beaucoup aussi d'être venue ce matin, professeure d'économie à l'université de Tours. On n'a toujours pas les résultats définitifs de ces élections indiennes. On le disait en début d'émission, a priori un pari semi-gagné, semi-perdu plutôt pour Narendra Modi qui n'obtiendrait pas la majorité au Parlement. On y reviendra bien sûr, notamment dans un quart d'heure dans notre prochain rendez-vous avec l'info. Tout de suite, on change tout à fait de continent. On retourne en Europe. À tout à l'heure.